On vous souhaite la bienvenue et ce soir, on est réunis pour parler plutôt de la qualité et des produits en biodynamie et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on veut dire par qualité, qu'est-ce qu'on peut attendre comme qualité d'un produit en biodynamie. Et donc pour ça, Jean-Michel Florin, qui est formateur au mouvement d'agriculture biodynamique, va nous proposer une intervention et un point de vue et après on pourra échanger et répondre aux différentes questions s'il y en a. Voilà. Jean-Michel, je te laisse la parole. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Euh, alors, je trouve le thème de la qualité est intéressant de manière générale, et après pour la biodynamie, bien sûr, je vous dirai tout de suite pourquoi, mais même de manière générale parce qu'il y a un philosophe belge, Pascal Chabot, qui a rédigé, qui a écrit il n'y a pas longtemps un livre qui s'appelle Traité des libres qualités, et où il explique que le XXe siècle était le siècle de la quantité. Et il dit au XXe siècle, de manière générale, on a production de masse, de tout, hein. Des pommes de terre en quantité, des voitures en quantité, des stylos en quantité. Et alors, il a un terme qui est peut-être choquant dans la bouche d'un philosophe, mais il dit en fait, toute cette quantité qu'on a produit, c'est du merdique. C'est-à-dire, ça n'a aucune qualité, ça ne fonctionne pas. Et vous avez un stylo, bah, il n'écrit pas. Vous avez un tournevis, il ne tourne pas les vis. La vis est plus costaud que le tournevis, etc. Il prend plein d'exemples. Il dit, voilà, on a créé ça, on a inondé le monde de quantité. Et il dit, et de manière intéressante, le 21e siècle ressent, tout le monde ressent qu'il y a un besoin de qualité. Donc, il y a des protocoles de qualité partout, en tout genre, des certifications de qualité. Enfin, on parle que de qualité. Mais il dit, mais est-ce que ce type de protocole de qualité, ISO et tout ça, est adapté aux vivants? Et là, on s'approche de l'agriculture déjà. Il dit bien sûr que c'est adapté aux produits technologiques, hein. Si vous prenez un avion, vous êtes très content si vous êtes sûr que chaque vis de l'avion, de l'aile, a été vissée avec la même intensité et qu'on a contrôlé, hein. On a vu Boeing qui faisait pas assez de contrôle qualité, là, qui a eu des problèmes. Il dit bien sûr, ça c'est un type de contrôle qualité où il faut être en fait très méfiant, hein, une sorte d'attitude de méfiance, une sorte d'attitude et avec des checklists, hein, des listes systématiques et on contrôle chaque point, etc. Mais il dit pour le vivant, alors il parle pas spécialement de l'alimentation, il parle de la santé, etc. Il dit ce type de qualité risque fortement d'être contre-productif, quoi. Parce que le vivant, c'est pas une plante, hein, ou encore plus a fortiori un animal, et a fortiori un être humain, n'est absolument pas un assemblage de pièces et de boulons et de vis, mais c'est un tout, c'est une unité en fait, hein, d'abord. Et donc, il faut un autre type de qualité, un autre type de contrôle de qualité et une autre approche de la qualité. Voilà, je voulais faire référence à cet ouvrage qui m'a beaucoup inspiré pour entrer dans la qualité. Si maintenant on fait un bref retour en arrière, on pourrait dire, enfin non, pas un bref, un long Un retour en long retour arrière aux aux origines. origines. Ah, je Ah, je m'entends, m'entends. c'est normal, c'est bon. Voilà. Aux origines, l'agriculture biodynamique, en tout cas telle que si on prend le cycle de conférence de Rudolf Steiner qui était à l'origine, il y a donné une centaine d'années, qu'on appelle le cours des agriculteurs. Donc, dans la quatrième conférence, hein, à peu près au milieu du cycle de conférence, Rudolf Steiner évoque deux préparations biodynamiques particulières qui sont pulvérisées en très faible quantité, justement, mais il en dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'elles vont vraiment améliorer la qualité. Alors, je vous lis juste le passage et après, on le mettra en rapport avec une image que je vais vous montrer. Ça, c'est à la fin tout à la fin de la quatrième conférence du cours aux agriculteurs, pour ceux qui le connaissent. Le plus important, c'est que lorsque les produits parviennent à l'être humain, ils soient le plus profitable possible pour son existence. Vous pouvez produire dans un verger un fruit quelconque avec une apparence superbe, mais qui ne sera peut-être pour l'être humain qu'un moyen de se remplir l'estomac et qui ne favorisera pas organiquement son existence intérieure. Alors, c'est une formulation un peu traduite de l'allemand, hein, mais pour lui, la qualité, c'est favoriser
organiquement dans le monde vivant l'existence intérieure. Donc quelque chose d'intérieur et c'est pas du tout une histoire d'apparence extérieure. Et c'est une des clés un petit peu qu'il y a à l'origine de l'agriculture biodynamique, hein. Il y a déjà de la part de Rudolf Steiner une critique assez, et des personnes qui ont participé, une critique assez sévère des engrais azotés, hein, en disant que on pressentait déjà, on présupposait que l'irruption de la fertilisation minérale et des sels azotés fabriqués donc engrais azotés fabriqués par la synthèse chimique de l'azote, hein, par le procédé Haber-Bosch, allait diminuer vraiment la qualité, en fait. Et allait aussi provoquer vraiment des problèmes dans les sols et rompre donc le cycle normal, hein, de l'azote qui était apporté par les légumineuses et par le fumier, qui tout d'un coup est apporté de manière totalement artificielle venant des usines d'engrais azotés, en fait des usines d'armement recyclées après-guerre pour en faire des usines d'engrais, hein. Et la physiologie des plantes et des animaux n'étant pas faite pour ces engrais artificiels, ben, une perte de qualité des aliments. Donc c'était déjà une question qui était posée dès le début. Et dans le cours aux agriculteurs, dans le cycle fondamental de la biodynamie, une des questions clés, c'est vraiment qu'il y a azote et azote, que l'azote d'origine minérale n'aura pas du tout le même effet sur la qualité que l'azote d'origine organique, qui soit amené par le fumier, le compost ou par les légumineuses, par les plantes capables de fixer l'azote de l'air, quoi. Donc ça, c'est un élément clé qui traverse en fait tout ce cycle de conférence. Voilà, ça c'est un aspect. Ensuite, pour faire un petit pas de plus, on peut effectivement ce que je veux vous proposer, là, je vais partager maintenant mon diaporama, c'est de se dire oui, et la qualité, comment on en fait l'expérience et comment on peut concrètement la vérifier, la contrôler de manière rigoureuse, de manière scientifique, quels sont les moyens vraiment de l'aborder, de la valider, voilà. Et là, je vais vous montrer ce diaporama. Voilà, quelle est la qualité des aliments en biodynamie? Parce que il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites et qui montraient que du point de vue analytique, bon, la qualité des aliments en biodynamie n'est pas forcément très différente. Si je regarde, je m'en tiens aux hydrates de carbone, aux lipides, aux protéines, c'est à peu près pareil. Il faut chercher de manière beaucoup plus fine, en fait, pour découvrir la qualité des aliments en biodynamie et peut-être avec d'autres méthodes aussi, parce que la qualité, c'est pas la quantité, en fait, hein. Et si je me contente d'une analyse, en fait, je, je fais une observation quantitative de la qualité. Donc, c'est peut-être un jeu de mots, mais voilà. Pour commencer, en fait, il faut se poser la question d'où vient la qualité dans un aliment, dans les plantes, les cultures, par exemple, hein, de manière assez simple. Et c'est intéressant parce que le végétal, par exemple, un champ de blé, hein, c'est à peu près la situation actuelle là, des champs de blé, ceux qui ont pu être semés en automne, malheureusement. Beaucoup n'ont pas pu à cause de beaucoup d'humidité, en tout cas dans l'ouest de la France. Voilà, il y a ce stade de forte croissance végétative. Vous voyez, on a eu le talage, le blé, donc à partir d'un grain, a fait plusieurs tiges. Et puis, va y avoir un développement végétatif important, comme ça, mois d'avril, mois de mai. Et la plante, là, elle crée surtout de la quantité. En fait, elle crée de la matière, elle crée des hydrates de carbone, elle produit de la quantité, elle a une photosynthèse qui est activée et que l'on va soutenir autant aussi bien qu'on peut parce que ben, on veut avoir une quantité suffisante. Mais après, il y a un deuxième stade du développement de la plante qui est vraiment ce qu'on peut appeler la différenciation, où là, la plante va en fait toutes les substances qui ont été élaborées, les hydrates de carbone par la photosynthèse dans toutes les parties vertes de la plante, vont se concentrer dans l'exemple ici dans le grain et vont maturer en fait, vont subir des transformations et vont donner toute une gamme de composés qu'on peut appeler, enfin une partie c'est des métabolites secondaires. Donc il va y avoir une élaboration de substances, de nouveaux composés plus subtils, et c'est ça qui va donner le goût particulier, par exemple, d'une céréale ou encore peut-être plus d'une plante médicinale, évidemment, qui aura
un arôme très, très spécifique, hein, un arôme, donc des goûts, des odeurs très spécifiques, des couleurs plus particulières. Donc il y a vraiment ce processus de différenciation qui apparaît de manière renforcée quand la plante passe au stade de floraison et après la floraison, tout le processus de maturation du fruit ou des organes équivalents au fruit. Si on pense à une carotte, bah, finalement, la carotte cultivée, la racine se comporte comme un fruit, puisqu'elle va condenser des carotènes qui sont des substances, des métabolites secondaires qui sont formés à la lumière, mais qui vont se concentrer dans la racine. Donc là, on est dans la phase de différenciation de la carotte quand elle va s'enrichir en carotène et même en arôme, hein, devenir aromatique, par exemple. La même chose, évidemment, pour la... Bon, là, on a le blé. Un fruit, hein, une pomme qui mature, bah, au début, elle est en pleine croissance, verte, et après, elle va stopper sa croissance et transformer ses substances et élaborer ses arômes. Et là, on pourrait dire que c'est vraiment l'élaboration de la qualité. Alors, on va voir pourquoi, mais on peut, de ce point de vue-là, faire une sorte de montrer une certaine polarité entre quantité et qualité. La plante, d'abord, développe son propre organisme, son propre corps vital, en formant des hydrates de carbone essentiellement, comme on voit là dans les 4 premiers stades, hein, de ce petite plante sauvage. Et vous voyez qu'après, là, les feuilles du haut, en fait, se divisent, se structurent, se découpent. Donc, c'est une autre manière de montrer cette différenciation. La forme devient beaucoup plus caractéristique. Et ensuite, la plante passe à la floraison qui va stopper la croissance et par contre faire apparaître des couleurs et des parfums, etc. Là, vous voyez une boucle qui présente donc toutes les feuilles qui sont apparues sur cette plante du début de la première feuille en bas à gauche jusqu'à la dernière feuille en bas à droite, hein. Et vous voyez que pendant la première phase, si vous suivez la succession des feuilles, elles sont toujours plus grandes. Ensuite, elles diminuent de taille, mais elles deviennent toujours plus ciselées, toujours plus découpées. Les formes sont toujours plus complexes, en fait. On pourrait dire c'est ça la différenciation. Et c'est un peu le reflet morphologique dans la forme de ce qui se passe chez la plante aussi d'un point de vue substantiel. C'est ça qui est étonnant en fait. La forme nous révèle ce qui se passe dans la substance, on pourrait dire. Ah, pourquoi j'arrive pas? Tiens, bon, voilà. Alors là, désolé, j'ai un petit peu... Enfin, chez moi, je vois pas en dessous, je sais pas. Il faudrait que je réduise mon image ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous ne voyez pas à droite, je suppose, vous avez le... On voit jusque Narderente, c'est En ça? bas, oui, c'est ça, hein. Ouais. Mince. Bon, j'aurais dû réduire l'image, ouais. Il nous manque un bout? En haut, vous voyez? Ah, et en haut, on voit très bien, on voit les salades Ah, d'accord, ah, orthomatiques. c'est moi Alors, qui n'ai c'est pas mis pas dans les très bonnes. clair. Oui, oui, moi j'ai toutes les. Oui, oui, c'est moi qui l'ai pas. Ok. Non, mais c'est parfait alors. Voilà. Bon, c'est une image allemande, mais elle est intéressante, hein. Euh, Désolé de ne pas l'avoir traduit. Je vous explique très rapidement. En haut, vous voyez une salade biodynamique qui pousse dans la terre, hein, une bonne terre de jardin. Vous voyez que du semis à la récolte, c'est Ernte en allemand, on voit le stade de récolte, hein, on le devine, on met 60 jours, donc 2 mois. Et ensuite, après, cette plante continue de pousser si on ne la récolte pas et fleurit et fait des graines. En dessous, vous avez une salade en culture hydroponique, alors qui reçoit exactement la composition exacte des éléments nutritifs nécessaires. Donc en 30 jours, 2 fois plus rapidement, elle est au stade de récolte, hein, vous voyez l'équivalent. Évidemment, voilà, elle est aussi sous serre, renforcée, etc., avec chaleur, alors que l'autre est peut-être sous serre, mais sûrement pas puisque il est interdit, hein, de chauffer les serres pour la production en bio et en biodynamie. Donc ça joue évidemment aussi sur la croissance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chez la salade biodynamique, si on ne récolte pas la salade, elle poursuit son développement jusqu'à la maturation, floraison et graines. Donc le stade de différenciation est tout à fait manifesté et développé. Chez la salade hors sol, qui n'a pas les pieds dans la terre, en fait, qui est dans un substrat et qui reçoit un liquide nutritif soi-disant bien dosé,
elle reste au stade végétatif, elle reste au stade de croissance, elle reste au stade de quantité, elle continue de grossir, grossir, grossir et elle pourrit. Ça, c'est quand même assez inquiétant ou assez surprenant. C'est des travaux de l'Institut Bolk aux Pays-Bas, hein, qui sont, là, c'est juste une image que j'ai tirée, mais c'est des travaux rigoureux qui ont été faits dans l'Institut Bolk qui montrent ça. Donc voilà, on peut se dire une plante qui n'a pas de stade de différenciation, qui n'arrive pas à se reproduire, qu'est-ce que ça signifie pour sa qualité? À l'analyse, peut-être que nos deux salades ont à peu près la même analyse, hein, on trouve peut-être aucune différence. Donc la morphologie, le comportement du végétal est vraiment important aussi. Voilà, la même chose du point de vue de la fertilisation. Donc là, c'est simplement les deux haricots sont dans la terre. Il y en a un qui a reçu de l'engrais, un mélange d'engrais NPK, un engrais soluble. L'autre était a reçu ben, est dans de la bonne terre de jardin, quoi, avec du compost mûr. Ben, vous voyez la différence. C'est intéressant parce qu'en théorie, ils ont reçu la même quantité d'azote, de potasse et de phosphore, si je me souviens bien de la recherche. Et euh, la différence n'est pas tellement dans la taille, elle est dans la forme, dans le port et dans l'activité aussi des racines. Évidemment que la fertilisation minérale remplace complètement le travail des racines, c'est-à-dire que les racines ne développent pas de nodosité, hein, ces petits points noirs là, qui sont les nodosités qui contiennent les bactéries qui permettent de fixer l'air du sol, donc qui permettent au haricot de se fertiliser lui-même, hein, gratuitement. Bah, si on lui donne de l'azote de synthèse, évidemment, il ne développe plus, bah, il devient feignant, entre guillemets. Mais regardez la forme générale aussi. Donc, on a une forme beaucoup plus lourde, hein. On sent que c'est vraiment que de la quantité, de la masse. Et les jeunes, même les feuilles les plus jeunes, ne sont pas capables de se dresser, en fait, hein. Donc, c'est intéressant ça pour vous inciter à observer, à comparer les formes, le port général de vos plantes, de vos légumes. Avec un fumier frais, on peut aussi arriver sur certains légumes à faire des erreurs, même si on travaille bien en bio ou en biodynamie, hein. On a fait des tests avec des maraîchers sur des légumes bio et on était assez horrifiés des problèmes de qualité qu'il y avait parce il y avait un excès d'apport d'engrais organiques trop poussant, quoi. Donc, question de la qualité, c'est pas biodynamie ne garantit pas une meilleure qualité, il faut vraiment observer. Ça, c'est peut-être une chose qu'on peut retenir, hein. Voilà, pour aller un peu plus finement dans l'observation, vous avez en haut une carotte qui a une croissance accélérée. Les deux sont de culture biodynamique, mais une a été plus boostée en fait dans sa culture, l'autre a une croissance plus régulière. Donc, si on veut trop pousser, accélérer la croissance des plantes, on arrive à une rupture, en fait. On voit bien sur la carotte du haut, on a l'impression qu'il y a un bon début, puis après, il y a comme les feuilles retombent, hein, elle est comme vraiment alourdie. Alors voilà, c'est pour vous donner quelques indications sur l'observation, vous inciter à nouveau à faire des observations morphologiques. On peut supposer que la carotte du haut a des feuilles plus bleutées que celles d'en bas et des feuilles peut-être aussi moins divisées, moins structurées. Là, je ne peux pas je le sais pas, mais en ayant vu ce type de carotte, je me représente tout à fait ce qu'on peut voir. Mais voilà, c'est pour vous inciter à observer. Il y a eu pas mal de travaux faits dans ce sens, encore et toujours à l'Institut Bolk aux Pays-Bas, hein, qui travaille sur la bio et la biodynamie. Et là, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça donne quand on prend une carotte d'en haut, une carotte d'en bas de la série d'avant. Et là, on peut se demander, tiens, là, en coupant des tranches de même épaisseur, bien sûr, bah, laquelle a eu une phase de différenciation la plus marquée? Vous voyez qu'il y en a une, en fait, qui a grossi très vite et qui est comme transparente, hein. Le cœur n'est pas marqué. Vous voyez que on n'a pas cette belle forme d'hexagone qu'on a à droite. On a une sorte de forme d'hexagone au cœur de la carotte. L'autre, la forme est plus ronde. Et surtout, la densité en carotène, l'intensité des carotènes est beaucoup moins marquée à gauche qu'à droite. Donc, c'est des exercices intéressants qu'on peut faire pour observer la qualité, comparer la qualité. Et ça, c'est très facile à faire en famille, à faire avec sans, comment, intention de faire des exercices d'un niveau de recherche scientifique élevé, mais tout simplement pour se faire soi-même un avis sur la qualité des aliments. C'est ça que je voulais aussi vous montrer. Il y a toutes sortes d'observations qu'on peut faire soi-même. La qualité, ça s'observe, ça se goûte, ça se sent, et si on affine nos sens, on peut vraiment
comparer la qualité et observer les différences de qualité. Donc, c'est pour vous donner envie de faire ce genre d'exercice, d'observation. Alors, maintenant, en fait, la suite de mon exposé va passer par 4 chapitres qui montrent un petit peu les 4, moi j'appelle ça les 4 niveaux de qualité qui sont qui demandent chaque fois des méthodes différentes en fait pour pouvoir euh, les, les analyser ou les tester. Hein, donc la première chose, évidemment, on se nourrit de substances, donc il y a la qualité analytique. Hein, c'est ce que vous pouvez avoir la chance de éventuellement de trouver sur l'emballage d'un produit que vous achetez. Hein, vous pouvez avoir la composition. Encore qu'il y a que la composition en lipides, glucides et protides, on ne met pas la composition en composés secondaires, le métabolite secondaire, ce qui serait en fait très intéressant, comme on va le voir tout de suite. Hein. Donc les composés primaires, c'est ce que fait la plante dans sa phase de croissance. Hein, c'est globalement les hydrates de carbone, un peu de graisse, un peu de lipides, un peu de protides. Les composés secondaires ou métabolites secondaires, c'est toutes les substances qui apparaissent à partir du moment où la plante se différencie, c'est-à-dire les couleurs, les pigments, les couleurs de la fleur, les couleurs du fruit et tous les arômes, les goûts particuliers, spécifiques, tout ce qui se manifeste, qui révèle la spécificité de la plante, le goût particulier, unique de la plante, de l'espèce, de la variété, du terroir, de l'année, ça c'est tous les métabolites secondaires. Hein. Donc on pourrait dire le reflet de la phase de différenciation et les composés primaires sont le reflet de la phase de croissance. Voilà. Je prends l'exemple des antioxydants puisque c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui par leurs propriétés de prévention du cancer et de pas mal d'autres maladies. Euh, Voilà. Et je vous montre une étude, une première étude qui a été faite là sur des citrouilles en Lituanie par des chercheurs lituaniens. C'est des études tout à fait revues par des pairs, donc validées, publiées dans une revue scientifique, hein, tout ce qui est plus officiel et dans les clous. Voilà, et c'est intéressant de voir là l'emploi des 2 préparations biodynamiques que l'on pulvérise, donc une pratique vraiment très spécifique à la biodynamie qui s'ajoute à la pratique bio, on va dire. Quel effet cela a sur nos 3 citrouilles là? Et vous voyez qu'en fait, de manière très intéressante, ben, ça augmente la photosynthèse, l'emploi de ces 2 préparations. Donc, ça augmente quand même un petit peu le rendement. Ben, on passe à gauche de 100 le contrôle à 112, donc 12% d'augmentation de rendement potentiel si on emploie correctement ces préparations biodynamiques. À droite, 16% même d'augmentation de rendement. Voilà, et à savoir que la bouse de corne, on utilise une centaine de grammes à l'hectare et la cise de corne, 4 grammes à l'hectare. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle l'information et pourtant ça a un effet tout à fait mesurable. On a déjà un point intéressant sur la quantité. Mais là où c'est encore beaucoup plus intéressant, c'est l'effet sur la qualité. Et là, on peut se rappeler de la citation de Steiner là, que je lisais en début d'exposé, hein, en vous disant, oui, c'est pas la peine d'avoir des gros fruits s'ils n'ont pas la qualité suffisante. Bah là, vous voyez qu'en fait, en ce qui concerne les antioxydants, qui sont un exemple là, hein, lutéine et zéaxanthine, on a plus d'un doublement de la quantité dans la citrouille. Ça veut dire en gros, si vous avez une citrouille qui n'a pas reçu ces préparations biodynamiques, bah, vous avez peut-être une citrouille correcte, ça vous fait de la soupe, c'est bon. Si vous avez la citrouille qui a une double dose d'antioxydants, c'est comme si pour le même prix de votre citrouille, vous avez en plus un paquet de compléments alimentaires que sinon vous êtes obligé d'acheter assez cher dans votre boutique spécialisée. Du simple au double, c'est plus que remarquable. Hein. L'équivalent chez des plantes médicinales serait, ben, je ne sais pas, une tisane qui n'a pas beaucoup de goût, pas beaucoup d'odeur et qui de l'autre côté est pleine d'huile essentielle et qui est très goûteuse. Hein. C'est pas des antioxydants, les huiles essentielles, hein, c'est des terpènes. D'accord, mais c'est pour donner une image. Hein. Et on peut imaginer que la citrouille, qui a 2 fois plus d'antioxydants, est aussi beaucoup plus colorée, a beaucoup plus de pigments, de carotène, etc. Donc là, ça devient très intéressant parce que c'est vraiment des substances préventives d'un certain nombre de maladies. Je vous laisse regarder hein, les indications précises sur ces substances.
Voilà, donc on a à droite et à gauche, vous voyez, plus du double de 100% de plus d'antioxydants. Au centre, c'est intéressant, la variété Carovita, ces 3 variétés différentes, elle augmente. Il y a simplement une augmentation de 15% de la teneur en antioxydants. Maintenant, il faut regarder les quantités globales. Les préparations biodynamiques agissent au maximum là où, en fait, la variété ne va pas au maximum de son potentiel, on pourrait dire. Les variétés de droite et de gauche ont que 8 à 9 mg d'antioxydants pour 100 grammes. La variété centrale, elle est déjà à 12. Donc à 12, ben, elle monte un peu avec les préparations jusqu'à 14. Les autres à droite et à gauche sont basses et elles sont beaucoup plus soutenues. Donc ça, c'est typique des effets des préparations biodynamiques. C'est un effet régulateur, c'est pas un effet systématique. C'est-à-dire que ces préparations aident la plante à aller au mieux de son potentiel, mais pas plus que plus, quoi. Quand la plante a donné ce qu'elle pouvait donner, ben, elle ne peut pas donner plus. Donc on est vraiment dans un travail où on essaye de favoriser au maximum l'expression du potentiel de la plante, qualitatif là. Voilà, antioxydants, bêta-carotène, pareil. Donc les chiffres ressemblent un petit peu, hein. On est à quand même 80% quasiment d'augmentation de bêta-carotène, hein. C'est pas négligeable du tout. Là, c'est pareil, vous pouvez voir les effets sur la vue, sur la peau, etc. Des carotènes, des effets très intéressants. Voilà, il y a eu dans cette étude beaucoup d'autres analyses, hein, d'autres métabolites secondaires, hein, que vous voyez listés très rapidement, hein, donc les carotènes, lutéine, zeaxanthine, lycopène, leucoanthocyanine, catéchine, donc qui sont plutôt des tanins, voilà, etc. Mais je passe. C'était juste pour vous donner un exemple en fait de comment, effectivement, l'analyse chimique fine des métabolites secondaires peut vraiment montrer un aspect, révéler un aspect de la qualité. Alors, ça, c'est un premier aspect. Mais la qualité, on se nourrit, enfin, on peut analyser, hein, on se nourrit de substances, bien sûr, hein, et on est content s'il y a de la vitamine C dans l'aliment, on est content s'il y a des antioxydants, on est content s'il y a des huiles essentielles protectrices ou thérapeutiques aussi. Mais en fait, pourquoi on se nourrit, ben, on a aussi envie de reconstituer notre énergie, nos forces, quoi. Et ça, c'est plus délicat parce que les forces, comment ça se mesure? Comment on mesure ou comment on peut faire pour connaître en fait la vitalité potentielle d'un aliment? Ça se mesure pas justement. Il n'y a pas d'instrument de mesure, il n'y a pas d'analyse possible. C'est pas en analysant la composition que vous allez trouver les forces. Donc pour ça, les biodynamistes, dès le début, en fait, à 100 ans, là, il y avait un chimiste agronome, Renfried Pfeiffer, qui a sollicité Steiner et qui lui a dit, oui, mais on sait bien, vous nous parlez de force de vie, là, que les aliments, grâce aux préparations, auront plus de vitalité, mais comment on peut le visualiser, ça? Comment on peut le mettre en évidence, en fait? Parce qu'on voudrait pas seulement vous croire, mais on voudrait le voir. Et donc, la proposition, c'était de cristalliser un extrait de la substance qu'on veut tester. Et donc, Pfeiffer a mis au point cette méthode qui s'appelle la cristallisation sensible, enfin, elle a plusieurs noms, et qui est la cristallisation là, dans le cas précis de blé, hein, de grains de blé réduits en bouillie, qui sont mis à cristalliser avec des sels de chlorure de cuivre. Et c'est une méthode, je vous le présente que brièvement, hein, mais c'est une méthode intéressante parce qu'en fait, on regarde la capacité de la substance organique à organiser les sels de cuivre. Si on ne met pas d'extrait de matière d'une substance organique dans les sels de cuivre, ils font pas du tout une belle plante, hein, une belle forme, une belle arborescence comme ça. Ils cristallisent dans tous les sens, n'importe comment. Il aurait fallu que je vous montre ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment la substance d'origine organique, d'origine vivante, mélangée au sel de cuivre qui favorise la formation de cette arborescence. Et après, si on va plus dans les détails, on peut apprendre à lire, c'est un travail, hein, c'est un véritable travail de chercheur, hein, maintenant qui a été validé en Allemagne. Il y a 4 labos qui travaillent en réseau, Suisse, Allemagne, Danemark, qui ont abouti à avoir des images quasiment reproductibles. Alors pas totalement, pas identiques, mais qui arrivent exactement au même motif. Parce que si vous regardez en détail en bas, vous voyez que le type
ramification est différent. Si vous regardez par exemple biodynamique à gauche, D, vous allez voir que si vous suivez la ramification, vous avez quelque chose qui est plus régulier, plus rayonnant que à droite conventionnelle. Vous avez l'impression que c'est plus haché, c'est plus, ça donne une autre, il y a moins de fluidité en fait dans la manière dont se déploient ces arborescences. Ça demande de l'exercice, évidemment, ça demande un travail d'apprentissage, comme toute recherche scientifique. Ça ne s'apprend pas comme ça sur la table de la cuisine du jour au lendemain. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de cette méthode qui est intéressante, surtout pour accompagner les processus et pour améliorer la qualité au fil du processus, en particulier processus de vieillissement, puisque la qualité d'un aliment se révèle tout particulièrement au vieillissement, comme on va le voir ici. Et voilà. Vous voyez, c'est un test assez ancien qui était intéressant parce qu'il est tout simple et qu'on peut faire soi-même. C'est ça que j'aime bien. Ça donne des idées. Euh, Ça a été fait de manière rigoureuse. Là, vous voyez. Donc, euh, il y a 3 dates de semis, hein, de bas en haut, de bas en haut. Donc, mettons mars, avril, mai, hein, sur les carottes. Euh, et puis, de gauche à droite, vous avez la version biodynamique qui a reçu les fameuses préparations biodynamiques, la version bio sans voilà, fertilisation organique et la version conventionnelle avec engrais solubles. Et voilà, et vous voyez que là, en fait, c'est assez intéressant. Le semis précoce est vraiment important. La plante a le temps de se développer. Ce qu'on voyait sur l'image des carottes avant, si vous vous souvenez. En fait, c'est ça, hein, une croissance accélérée. Si vous semez trop tard, la plante va trop vite, passe trop vite, n'a pas le temps de se développer suffisamment dans sa phase de croissance et passe trop vite à la différenciation. C'est le semis tardif, là où vous voyez qu'effectivement, globalement, la conservation est moindre. Mais de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que les préparations biodynamiques permettent même de compenser quand même l'effet du semi-tardif, c'est-à-dire c'est les seules où les carottes se sont conservées, quoi. En haut, à droite et au centre et à droite, ben, c'est plutôt pourri, et au milieu, à droite, c'est carrément pourri. Alors que les autres ben, ont encore leurs carottes. Donc c'est vraiment un facteur très important, le facteur conservation, hein. On nous dit oui, en bio ou en biodynamie, vous avez moins de rendement. Oui, d'accord, mais si quelques temps après, il en reste alors que tout le reste est pourri, je ne sais pas qui a le moins de rendement. Ça, c'est pas jamais évalué quand on dit oui, la bio, la biodynamie font moins de rendement. Ben oui, mais il faudrait calculer la matière sèche déjà, c'est une chose. Donc, pas seulement le poids humide des légumes, hein, ou des fruits, mais deuxièmement, il faudrait voir à la conservation combien pourrissent, quoi. Alors ça, c'est un test qui est vraiment intéressant à faire soi-même, hein, c'est sympa. Ce chercheur danois, là, Jens Otto Andersen, c'est un nom typiquement danois, hein, les contes d'Andersen, tout le monde connaît. Il a mis au point ce test de vitalité des concombres. Alors pourquoi sur des concombres? Parce que les concombres, c'est des plantes, c'est des légumes qu'on mange, enfin c'est des fruits en fait, qu'on mange comme légumes, mais verts, qui sont pas mûrs justement. Donc là, on est vraiment dans la vitalité, on n'est pas dans la phase de différenciation, on regarde la vitalité, hein, le concombre, il est pas encore, il n'a pas mûri, si on le laisse mûrir, il va jaunir, quoi. Et là, il a comparé de haut en bas, vous voyez, 3 concombres d'origines différentes, différentes fertilisations. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Il y a du biodynamique, du bio et du conventionnel. C'est presque trop, j'allais dire trop beau pour être vrai. Alors, la technique, il coupe son concombre en tranches de 2 cm très régulières avec cette petite machine. Il remet toutes les parties ensemble dans un sachet plastique et il garde ça à température ambiante un certain nombre de quelques jours. Et il regarde après. Et j'ai une amie là qui a refait l'exercice, l'exemple, elle m'a dit mais ça marche, hein, ça c'est quand même impressionnant. Et dans les concombres qui ont le plus de vitalité, les morceaux se recollent. Le concombre se reconstitue. Ça veut dire qu'il y a une telle vitalité que tout se remet en forme. Voilà, donc un test intéressant pour évaluer la vitalité, tout simple. Il l'a vraiment développé hein, de manière rigoureuse entre-temps, il l'utilise, mais c'est aussi un test qu'on peut faire de manière très très simple chez soi, quoi. Une méthode très particulière qui demanderait un long développement, je l'évoque juste brièvement,
c'est plutôt pour l'évoquer que pour la détailler. C'est une méthode qui mesure le rayonnement les photons, donc les particules de lumière émis par les aliments. Les plantes, en fait, émettent des photons. Et donc, on peut mesurer l'émission de photons euh, avec un appareil spécifique assez pointu à mettre en place. Et on voit des différences assez importantes, comme on le voit ici, selon les modes de culture, mais aussi selon le stade de développement. Donc Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette méthode biophotonique? C'est qu'on a des mesures. Donc ça, du point de vue scientifique, c'est quelque chose qui est très apprécié par la science académique parce qu'on a des chiffres, des données objectives, hein. On n'est pas dans une image qu'il faut lire et qui est soi-disant subjective comme la cristallisation sensible. Là, on se retrouve avec des chiffres qui sont mesurés par un appareil très perfectionné. Mais en même temps, ces chiffres nous donnent une mesure de la vitalité et de la différenciation de la plante, une mesure assez fine. C'est utilisé par une chaîne de supermarchés allemands qui s'est pas mal spécialisée en produits bio, qui s'appelle Tegut et qui a financé la mise en place d'un laboratoire dans lequel ils testent énormément des produits qu'ils vendent avec cette méthode pour justement montrer aux consommateurs la différence de qualité, quoi. Voilà, mais il n'y a pas de Tegut en France. Alors, on se nourrit ben voilà, de vitalité, hein, c'est ce qui nous donne, après un bon repas, soit on est plombé, donc là, la vitalité, c'était pas vraiment au menu, ou au contraire, vous avez un repas, si vous n'avez pas abusé, en plus, ben vous vous sentez, bien sûr, un petit moment de digestion, mais après, vous vous sentez vraiment redynamisé et vous êtes prêt à repartir avec plus un surcroît d'énergie. C'est quand même aussi le but de l'alimentation, hein, de régénérer nos forces, quoi, hein, nos forces de vie, notre vitalité, qui est la base de notre santé. Voilà. Mais en fait, si on regarde bien, on se nourrit pas seulement pour être j'allais dire une bête de travail, excusez-moi, hein, mais c'est pas seulement pour reconstituer nos forces de vie. Se nourrir, c'est aussi, il y a une partie plaisir de la nourriture qui est très importante, hein, qui est encore un troisième niveau, hein. D'abord, on se nourrit pour reconstituer les substances qui nous manquent, hein, donc ce que je montrais avec l'analyse. Deuxièmement, la vitalité. Mais troisièmement, vraiment des perceptions, des goûts, des saveurs. On pourrait dire le goût au sens très large du terme, hein, qui va bien au-delà du goût de la bouche, hein. Avoir bon goût, hein, le terme français le dit, ça va bien au-delà du goût gustatif. C'est le goût global, c'est-à-dire c'est l'arôme, c'est l'odeur, c'est la couleur, c'est toutes les perceptions que nous révèle un aliment, le goût. Et en fait, on pourrait dire, voilà, on veut des aliments qui ont du goût au sens entier du terme. Parce que nous nous nourrissons aussi de perceptions, hein. Quand on a préparé un bon repas avec des épices, la cuisson et tout ça, on peut être quelquefois déjà bien nourri rien que par toutes les perceptions sensibles de préparation du repas. Tiens, je sens l'odeur de la soupe qui monte, c'est pas une blague en plus, c'est vrai. Je suis exactement dans la situation que je vous décris, c'est intéressant. Alors, les différentes méthodes, là j'en montre une qu'on peut aussi expérimenter, plutôt en groupe que soi-même, qu'on va appeler l'approche sensorielle, qui a été mise au point par un autre chercheur encore, là, un chercheur allemand, hein. On a vu les Hollandais, Institut Bolk, on a vu Andersen, Danemark. Là, c'est Uwe Geyer, un Allemand, qui a développé cette méthode qu'il appelle l'approche en allemand Wirksensorik, une approche sensorielle de l'action sensorielle. Et il décrit les effets corporels ressentis quand on consomme un aliment. Donc on dépasse tout à fait les notions subjectives. Oh, bah, j'aime bien, j'aime pas, c'est pas bon, ça me rappelle ceci, cela. Il faut laisser de côté toutes ces représentations qui arrivent quand on goûte quelque chose, hein, et essayer d'être attentif à l'effet vraiment phénoménologique sur son organisme, sur son corps. Et où agit particulièrement, par exemple, la carotte, et ben là on voit qu'elle agit particulièrement sur la tête, plus que la betterave rouge. À droite, on a la carotte, à gauche, on a la betterave rouge. Excusez-moi, c'est en allemand, mais c'est pour vous donner une petite idée de cette méthode. Là, c'est une comparaison de carottes et de betteraves rouges. Le mode de culture était le même. Donc, on a un panel de 10 personnes qui fait le test et qui donne des points, hein, qui notent les différentes perceptions. Et de haut en bas, ben, on voit
ça correspond à ce que l'on ressent dans tout l'organisme, hein. Donc, on scanne l'organisme et en haut, par exemple, dans la tête, la carotte, euh, on se sent particulièrement ouvert, particulièrement vertical, on se sent particulièrement éveillé, très clair dans la tête, 85 points pour la carotte, que 33 points pour la betterave rouge, vous voyez. Après, si on descend, ben la poitrine est comme élargie par la carotte, un petit peu moins par la betterave rouge. Euh, le cœur est touché, mais pas beaucoup. On se sent en harmonie, hein, avec la carotte, et calme, détendu, ça dans les deux cas. On sent de la chaleur dans les jambes, mais plus chez la betterave rouge que chez la carotte, 47 contre 42. On se sent enveloppé par la betterave rouge, beaucoup plus que par la carotte, 27 contre 13. Et si on descend vraiment dans les pieds, ben, on se sent bien posé, les pieds sur terre, dans les deux cas aussi. Et c'est intéressant, on scanne un peu tout son organisme et on regarde l'effet systématiquement d'un aliment sur soi-même. Et alors, on pourrait prendre deux carottes, une carotte de deux origines différentes, quoi, hein. Cultivées à deux moments différents, dans deux terrains différents, ou bien sûr deux modes de culture différents. Donc en fait, la qualité, quand on rentre dedans, c'est un champ incroyable et notre organisme est très sensible, hein. On fait depuis un moment, alors je dis on, le mouvement d'agriculture biodynamique organise des séminaires pour producteurs, hein, professionnels, des séminaires de maraîchage, des séminaires de producteurs de plantes médicinales, et on utilise ce genre d'exercice. Parfois, on dessine aussi le ressenti avec des couleurs, le ressenti de la substance, et on arrive à des choses très très fines, très intéressantes, et tout le monde est surpris, hein. Enfin, on est nous-mêmes surpris de notre capacité collective à ressentir l'effet précis d'un aliment sur notre corps. Donc tout le monde peut faire ça, il faut juste affiner nos perceptions, en fait, hein. À nouveau, quelque chose que l'on souhaite vraiment développer à l'avenir avec le mouvement de biodynamie, vous proposez des stages pour faire ça de manière vraiment pratique, hein, certaines de ces méthodes, qui sont en plus très... c'est des exercices qui sont assez enthousiasmants, quoi. C'est vraiment intéressant de goûter différents aliments, de partager et puis de décrire ce que l'on ressent. Voilà, alors le vin, évidemment, c'est un domaine dans lequel la biodynamie a beaucoup de succès, et c'est certainement pas par hasard parce que de fait, comme vous allez voir dans cette étude, hein, 128 000 vins, donc à peine 4% étaient en bio et biodynamie, mais ça a quand même permis de manière statistique de sortir des données et de faire une publication scientifique. Vous voyez que les vins biologiques sont mieux notés que les vins conventionnels en moyenne, et que les vins biodynamiques encore mieux notés. Donc mieux notés de 6,2%, les vins biodynamiques 11,8%, enfin presque 12%, hein, on pourrait dire 6 et 12, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas négligeable. Et surtout dans le domaine du vin, où c'est vraiment la qualité qui compte, dans les dégustations, bah, si vous êtes 11% mieux noté, vous passez tout de suite peut-être dans le magazine, ou voilà, vous avez peut-être une étoile de plus, ou vous êtes placé plus en avant dans le choix. Et ça a aussi même des conséquences économiques, évidemment, pour le producteur, hein. Pas du tout négligeable. Donc c'est intéressant, on a cette étude statistique. Là, c'est pas une étude, c'est une citation simplement d'Olivier Poussier, la meilleure sommelier du monde, qui dit voilà, moi je suis très sensible aux notions de pureté, de fraîcheur et d'équilibre. Je crois que mes plus belles expériences gustatives proviennent de vins issus de la biodynamie. Je ne suis pas à la recherche de monstres de concentration. J'ai pris ce passage parce que je trouve que c'est intéressant. La notion de pureté, fraîcheur, équilibre, on pourrait dire qu'avec l'agriculture biodynamique, ce qu'on cherche à faire, c'est que l'aliment, hein, là, le raisin exprime mieux son cépage, exprime mieux le terroir, donc de manière plus pure. Récemment, j'étais sur un grand domaine réputé là du Bordelais en biodynamie, et je discutais avec la responsable qui me disait oui, elle a comparé les vins des 15 dernières années, du passage du conventionnel à la biodynamie. Elle expliquait qu'en fait, passer en biodynamie, pour elle, c'était un peu comme si on avait cherché un vieux tableau au grenier qui était tout empoussiéré, et que le passage en biodynamie avait en fait complètement dépoussiéré le tableau, c'est-à-dire révélé
ce qui était là potentiellement, toutes les différenciations, toutes les qualités, justement toute la pureté et ce qui se cachait sous la poussière. C'est une image qui, je trouve, elle est assez parlante. Voilà, donc cette qualité gustative, sensorielle, elle nous amène à vraiment rencontrer l'aliment dans toute sa diversité, dans tous ses goûts, ses arômes, sa palette, euh, qui peut parler à tous nos sens et aussi à tout notre organisme. Voilà, il y a une étude toute récente qui est aussi intéressante, hein, pourquoi le vin est-il ou les viticulteurs sont attirés par la biodynamie. Là, c'est une hypothèse de deux chercheurs là, euh, qui dit que souvent, ils ont fait cette étude là, que vous pouvez télécharger, vous pouvez aller la voir sur le site de Biodynamie Recherche, euh, que justement, souvent, les gens qui font des dégustations de vins biodynamiques trouvent qu'il y a plus de vie et d'énergie. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait avant, mais une énergie globale, quoi. Hein. Donc, vitalité, énergie dans le vin. Mais ça, simplement découvert par la dégustation globalement. Hein. Voilà, donc il y a même des chercheurs qui s'aventurent dans le domaine de la vitalité et de l'énergie et qui essayent de publier, enfin qui arrivent à publier faire des publications scientifiques sur le sujet. C'est assez remarquable, hein. C'est un domaine, ils sont très conscients qu'ils sortent un petit peu du domaine traditionnel de la recherche qui en principe se tient toujours à des données chiffrées. Et là, ils n'ont pas de données chiffrées, mais cette publication est vraiment intéressante, toute récente, là. Voilà, et en fait, j'ai appelé ça se nourrir de la rencontre. Quand on mange, en fait, moi, je travaille et je travaille avec pas mal d'agriculteurs et je connais pas mal d'agriculteurs et j'achète mes produits au marché, pas loin de mon village et j'ai vraiment la chance, j'ai l'impression quand je mange, je pense à mon repas du soir par exemple, je peux quasiment me représenter les personnes qui sont derrière le pain que je mange, que je vais manger, derrière le fromage que je vais manger, derrière les carottes que je vais manger, ou la rhubarbe, bon, elle vient de mon jardin, ok, mais les carottes, je les ai achetées. Chaque fois, je vois des personnes et je vois des paysages derrière. Et ça me donne une toute autre valeur à l'alimentation que si j'avais acheté quelque chose de complètement standard dont je n'ai absolument, derrière lequel je vois aucune image, aucune personne et aucun paysage. Et pour les fromages, je peux voir éventuellement aussi un troupeau de vaches, hein, si c'est le Münster de la ferme des pensées sauvages, ben voilà, je me représente le paysage, les vaches et les personnes, quoi. Et ça nourrit aussi. J'ai raconté ça une fois, une personne m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, depuis que j'achète mes produits à la MAP, je mange moins. Elle dit, c'est incroyable, ça fait vraiment ça, parce que je vais acheter j'ai mon panier de la MAP régulier, donc je soutiens vraiment cette ferme, et ben je mange vraiment moins. Alors vraiment moins, je sais pas, elle n'a pas dit combien. C'est juste pour vous rendre attentif à ça. C'est pas maintenant pour prouver quelque chose. Mais en tout cas, c'est une notion absolument très importante. Alors à nouveau, notre sommelier qui parle de personnalité du vin, c'est-à-dire qu'on rencontre une personnalité, en fait. Hein. Un aliment, c'est une sorte de personnalité, hein, c'est un être, on pourrait dire. Hein. Un pain, c'est aussi une sorte de personnalité. Hein. Le pain de tel boulanger, il a un goût bien caractéristique. Le fromage de tel fromager, tel paysan, il a un goût bien caractéristique. Un vin a un goût bien caractéristique. Et là, donc Philippe Forbras qui dit, bah oui, la personnalité s'exprime de manière plus singulière. La différence et l'équilibre gustatif, etc. Minéralité plus prononcée. Il termine, la personnalité du vin s'exprime de manière plus unique. Il redit deux fois la même chose dans ce petit passage, mais apparemment c'est ce qui l'a le plus touché. Hein. Et il parle aussi de magnifique expression. Hein. Alors voilà, et je voudrais encore faire un pas de plus. La rencontre, ça veut dire aussi que pour l'éleveur, dans le cas précis, l'éleveuse, hein, Mechtil Knösel, là, sur une ferme d'Allemagne du Sud, hein, qui a un beau troupeau de vaches brunes, là, brunes des Alpes, euh, elle a en fait, ce qu'elle veut faire, elle, c'est un élevage de qualité pour le bien-être animal. D'abord. Son hypothèse de départ, c'est que si ces animaux plus ces animaux ont du bien-être, moins elle aura de problèmes de santé, moins elle aura de problèmes
de soucis avec son troupeau, pour mener son troupeau, pour accompagner son troupeau, et puis que bien sûr les produits seront plus sains. Et donc elle a mis en place deux choses pour des raisons à l'origine strictement éthiques. Elle a mis en place elle a modifié sa pratique d'élevage. C'est un troupeau de vaches laitières, hein. Elle en avait assez d'entendre toujours ces veaux pleurer quand on les séparait de la mère brutalement, soudainement. Elle a dit, c'est pas possible, on doit trouver une méthode. Et elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve aux États-Unis une méthode avec laquelle elle sépare progressivement les veaux de la mère. Et en donnant aux veaux, elle traite les vaches en partie, et toujours plus. Et les veaux, par contre, ils ont toujours un peu moins de lait de la mère, mais ils ont le lait de la mère et ils restent avec leur mère, et de jour en jour, moins longtemps. Évidemment, c'est pas simple. Il faut apprendre cette méthode, il faut la mettre en place, il faut le vouloir. C'est un vrai engagement, mais elle a une santé de ces vaches bien meilleure. Enfin, des vaches, des veaux qui deviennent des vaches, quoi. Et des taureaux, quoi, bien meilleure. Ça, c'est une première chose qu'elle a faite. Et ensuite, elle a une deuxième étape qui partait aussi complètement d'une approche éthique, de respect de l'animal. C'était l'abattage, la question qui est vraiment un gros problème aujourd'hui. Elle ne supportait plus de devoir partir ces animaux dans la bétaillère qui les amenait à l'abattoir à plusieurs dizaines de kilomètres de là, sachant que les animaux sentent évidemment qu'on les amène à la mort et qu'il y a un stress énorme. Et donc, elle a décidé d'apprendre à tuer ces animaux sur la ferme. Elle le fait elle-même. Euh, et pour ça, ça a demandé 4-5 ans de travail avec une association qui défend l'abattage à la ferme, etc. Parce que, évidemment, il faut respecter tout un ensemble de normes. Mais maintenant, elle fait ça elle-même. Et alors, ce qui est quand même incroyable, elle a fait tout ce travail, toute cette recherche a été suivie par des chercheurs de l'Institut suisse qui s'appelle le FIBEL, hein, là, comme vous le voyez là, par entre autres Annette Spengler, là, une chercheuse spécialisée en élevage, qui a analysé vraiment ce qui se passait, entre autres les teneurs en hormones de stress chez les animaux, entre autres le cortisol, d'autres aussi. Et on s'est aperçu qu'en fait, la teneur en cortisol de la viande était 20 fois plus élevée si on amenait les animaux à l'abattoir que s'ils étaient abattus à la ferme. 20 fois plus élevée. Ça veut dire que vous mangez une viande bourrée d'hormones de stress, vous mangez une viande remplie oui, de stress, quoi. Alors, la conséquence pratique la plus simple, c'est que la viande est plus dure, plus ferme, ça tout le monde le sait, hein. C'est pour ça que les chasseurs qui font la chasse à courre, ils mangent jamais leur cerf, hein. Ils l'offrent parce que c'est immangeable, hein. Euh, Quand vous épuisez un animal, vous le terrorisez, la viande est bourrée d'hormones, hein. Oui, de stress, c'est juste tout à fait malsain. Mais 20 fois, ils étaient sidérés parce que les chiffres qu'on connaissait jusque-là étaient inférieurs. Mais là, avec tout le travail qu'elle fait, en fait, elle amène l'animal, dit au revoir au troupeau, on peut dire, hein, il passe la porte de l'étable, il sort, l'éleveuse l'accompagne et c'est elle qui l'abat, quoi, hein. Donc il est avec les personnes qu'il connaît, il a aucune et hop, il est étourdi, enfin le cerveau est détruit. Et puis ensuite, bien sûr que pour le saigner et tout ça, la suite des étapes va se faire à l'abattoir. Mais le moment vraiment le plus important pour l'animal se passe sur place en toute, sans stress, on va dire, en fait. Et avec un vrai accompagnement de cette personne en fait, qui parle à ces animaux et qui leur dit, bah oui, voilà, maintenant c'est à ton tour. Alors ça, on peut l'interpréter comme de différentes manières, mais c'est ce qu'elle fait en tout cas. Et ça a des résultats absolument incroyables. Voilà, en fait, j'ai fait un petit tour. Je voulais vous montrer qu'il y a au moins quatre aspects de la qualité, hein. Il y a cet aspect de la qualité mesurable par la substance. On a besoin de substances, bien sûr, hein, pour reconstituer notre corps. On a besoin de métabolites secondaires qui vont prévenir des maladies, etc. Vitamine C, antioxydants, etc. Donc, la qualité est substantielle, on pourrait dire.
on mesure par des analyses. On a besoin de renouveler notre énergie. Donc là, on a besoin de vitalité, de force de vie. Donc ça, c'est la qualité vitale, on pourrait dire, de l'aliment, hein, qui va se lire plutôt à la force de croissance de la plante par l'observation morphologique et aussi par la cristallisation sensible, par exemple, ou par la biophotonique, ou par d'autres méthodes comme le concombre coupé en rondelles. C'est des méthodes plus simples à utiliser et plus, voilà. Il y a une qualité sensible, sensorielle, hein, l'expérience que l'on fait par tous nos sens de l'aliment, comment il nous nourrit comment il nourrit tous nos sens et en fait il nous stimule, il nous active, il nous donne le goût à la vie, vraiment, véritablement, hein. Et là, j'aimerais reprendre pour terminer cette citation du philosophe, excusez-moi, Emmanuel Lévinas, hein, qui dit quelque chose d'intéressant, hein. Il dit en fait se nourrir, c'est pas du tout faire le plein de carburant, hein, comme une voiture qui fait le plein de carburant pour continuer à rouler. Celui qui se nourrit seulement pour survivre, qui se nourrit comme s'il fait le plein de carburant, bah c'est triste en fait, hein. Euh, et soit c'est qu'il est en situation de survie, qu'il n'a pas assez ou pas une qualité suffisante, soit c'est qu'il est en situation où il prend pas le temps de se nourrir correctement et il vide je sais pas quoi, moi, son récipient plastique devant en travaillant, quoi. Ce que je vais éviter de faire. Ce que je fais pas. Et voilà ce que dit Lévinas, hein. Il dit, nous respirons pour respirer, nous mangeons et buvons pour manger et boire. Nous nous promenons pour nous promener, etc. Et tout cela, nous ne le faisons pas pour vivre. Tout cela, c'est vivre. Vivre est une sincérité. Ça veut dire par là que quand on mange, en fait, on vit et on rencontre le monde. Et on entre en relation avec le monde et avec notre corps et avec nous-mêmes, que se nourrir, c'est aussi une mise en relation et c'est un acte de la vie. C'est pas pour vivre qu'on mange. Manger, c'est vivre. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire que si on mange pour vivre, on se dépêche de manger pour vivre après, faire ce qu'on a à faire. Mais si manger, c'est vivre, eh ben, on prend le temps de manger, de boire et d'apprécier la qualité des aliments. Et c'est vraiment une notion absolument indispensable sur laquelle qu'on pourrait vraiment approfondir. Et là, la qualité peut être du coup vraiment perçue au cours de tout le repas. Si on mange pas pour vivre, mais qu'on se dit que manger, c'est vivre. Voilà, ça c'était ma petite note philosophique de la fin qui vient d'un livre qui m'a beaucoup inspiré de Corinne Pelluchon, le philosophe, qui s'appelle Les nourritures, philosophie du corps politique. Voilà, les nourritures de Corinne Pelluchon, si quelqu'un est intéressé. Et je vous dis merci de votre attention. J'espère que vous êtes pas... Voilà, que tout le monde est encore là. Ah, il y a des nouveaux même, fantastiques. Merci beaucoup, Jean-Michel.